Le processus de rétrocession des camps de l'aménagement au Fama se poursuit. Celui de Tessalit et de Douanzan sont désormais occupés par les forces armées maliennes. Les documents de rétrocession ont été signés par les autorités locales. Face à la baisse significative de la production de la gomme ces dernières années, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires s'activent pour changer la donne. Ils ont donné ce samedi le coup d'envoi du projet de reboisement de 1500 hectares à Kati. Également dans ce journal, nous allons mesurer les degrés d'implication des femmes dans la campagne de sensibilisation concernant le cancer du sein et du col de l'utérus, une campagne accentuée durant ce mois d'octobre. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, je vous le disais tout à l'heure, le processus de rétrocession des camps de l'aménagement au Fama se poursuit. La cérémonie de signature des documents de rétrocession des camps du camp bien sûr de Tessalit et de Douanzan au cours de ce journal. Troisième semaine du mois de la solidarité, elle est dédiée aux personnes en situation d'handicap. Cette couche vient de recevoir un don du ministère de la Santé et du Développement social, occasion mise à profit par la Limama de faire un geste au rescapé du bateau Tombouctou, Abibatou Koyanjakité. Cet après-midi du vendredi 20 octobre au ministère de la Santé et du Développement social, l'heure est à la générosité et à l'entraide à travers une série de donations à une diversité de couches de personnes en situation de handicap. On a voulu faire une innovation cette fois-ci. Au lieu de faire beaucoup de conférences et beaucoup de tapage, on a tenu à passer à des actes concrets. C'est-à-dire aux albinos, on a donné la pommade dont ils ont besoin. Aux personnes de petite taille, on a donné un fonds pour qu'ils puissent entreprendre des activités génératrices d'argent. Et aux personnes vivant avec les grosses jambes, on a donné des médicaments pour soulager leur douleur. Aux enfants atteints de bégaiement, on a payé des cours d'orthophonistes pour pouvoir les apprendre à parler sans bégayer. Et on remercie l'imama qui est venue donner des dons pour les rescapés du bateau. On en a profité pour faire remettre ce don au directeur national du développement social. Quand il y a des comme ça, automatiquement la solidarité islamique doit être promue. C'est en numéraire 6 7 235 en tout. Et en nature, c'est des sorties colis d'habits et de chaussures pour hommes, femmes et enfants. Des malades souffrant de polyarthrite, eux aussi ont reçu leur lot de médicaments pour alléger leurs souffrances. Et comme on le dit, tout ce qui vient du cœur va au cœur, d'où la satisfaction des bénéficiaires. Si Madame la ministre a pensé à 10 personnes de petite taille qui sont là et pour leur donner un fonds pour des génératrices de revenus, vraiment c'est une fierté pour moi et c'est un soutien pour moi, c'est un soulagement pour moi. C'est la première fois, c'est une innovation dans l'histoire de la prise en charge du bégaiement. Aujourd'hui, nous avons constaté que le ministre s'est penché particulièrement sur le vrai problème qui est la prise en charge des enfants. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui a naturellement pris part à cette cérémonie aux côtés de sa collègue, s'est adressée surtout aux femmes récipiendaires. C'est de leur dire de dépenser les enveloppes qui ont été remises à bon escient. Et nous savons aujourd'hui ce que vaut une activité génératrice de revenus pour une femme. Ça contribue à son développement personnel, à son autonomisation, mais ça contribue au développement de toute la société. Et sur les 10 personnes de petite taille qui ont reçu chacune une enveloppe de 250 000 francs CFA, 5 sont prises en charge par le département de la santé et les 5 autres par Madame la ministre de la Santé elle-même. Coup d'envoi du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion à 100. Il a démarré avec 100 kits alimentaires au bénéfice de certaines familles vulnérables. Le geste s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Auparavant, le gouverneur de la région avait rendu visite aux 2 personnes les plus âgées de la ville. 200, la correspondance d'Idrissa Koné. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fait encore parler son cœur aux personnes nécessiteuses de la région de San. Ce sont au total 100 kits composés de riz, de mil,
d'huile et de pâtes alimentaires au profit de 60 familles de 100 et 40 de Tominian. Ces dons-là, ça va nous apporter beaucoup, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps de ne pas acheter l'aliment. Ça va nous aider beaucoup. Le thème de cette 28e édition, à savoir la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali courant, est assez révélateur car il matérialise les degrés d'engagement des plus hautes autorités de la République à faire émerger un Mali nouveau qui sera désormais gage de stabilité, de partage et de considération. Le mois d'octobre dédié à cet autre pan de notre fondement, la solidarité, permet d'avoir une pensée pieuse pour les personnes en situation de vulnérabilité. Nous sommes à ça aujourd'hui, après d'autres localités et d'autres localités vont suivre. C'est pour montrer la solidarité du président de la transition envers tout le peuple malien en général et les populations de ça en particulier. Nous savons que nous sommes dans une période de soudure. Ce n'est facile pour personne, mais que les uns montrent leur solidarité envers les autres, c'est plus que nécessaire aujourd'hui au Mali et de montrer la solidarité malienne. Auparavant, le gouverneur de la région de San, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite aux 2 personnes les plus âgées de la ville de San. Il s'agit d'Ibrahim Traoré, 101 ans, et Tira Aminata Bamnata Diara, 98 ans, qui ont reçu chacune des cadeaux. Cette 28e édition à San a pour parrain Adama Dessé Koulibaly, dit ADC Petrolom. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires viennent de procéder à une remise de dons aux filles des familles déplacées des sites du centre Mabilé en commune 6 du district de Bamako. Deux membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie de remise. Le point avec Fanta Mamanyantao. Tonnes de petits pois et d'huile, 30 sacs de riz, 200 kits de dignité, 200 kits hygiéniques, 100 kits scolaires et 3 pains wax pour chacune des 197 filles, y compris les frais de couture. Ce sont là les dons offerts aux filles des familles déplacées des sites du centre Mabilé et de Niamana par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la Journée de la jeune fille qui a été célébrée cette année sous le thème national pour la refondation du Mali, les filles comptent. Nous sommes très contentes de cette donation. Merci d'avoir pensé à nous et que Dieu vous bénisse. Selon le commissariat à la sécurité alimentaire, la présente donation ouvre la voie de l'autonomisation de ces jeunes filles. Le concours du commissariat à la sécurité alimentaire ne fera jamais défaut pour accompagner le ministère dans ce genre d'initiative. Les plus hautes autorités du Mali travaillent ardemment à créer les conditions de leur retour, de leur rétablissement dans leur terroir, dans leurs foyers initiaux. Et pour cela aussi, le gouvernement et ses partenaires conjugueront leurs efforts pour créer ces conditions-là. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille rassure sa disponibilité pour préserver l'intérêt supérieur des enfants, notamment les filles du Mali. Alors nous avons bien voulu organiser cette cérémonie à leur intention, surtout les filles, pour qu'elles puissent s'entraider entre elles et ensuite continuer à croire que le Mali est derrière elles et qu'ensemble qu'on peut apporter tout l'appui nécessaire et qu'on peut réussir. L'UNICEF, le PAM, la COMAD, l'AMI Sahel reste engagée aux côtés du Mali et de son peuple pour trouver ensemble des solutions durables à l'insécurité alimentaire et pour continuer à sauver et changer des vies. Je vous l'annonçais au début de ce journal. Le processus de rétrocession des camps de la MINUSMA au FAMA se poursuit. Direction Tessalite dans la région de Kidal pour constater l'effectivité de la rétrocession du camp de la localité aux forces armées maliennes. C'est avec Benoît Fofana. Les forces armées maliennes ont repris le contrôle ce samedi 21 octobre de l'emprise de la MINUSMA, située à 7 km au nord de la ville de Tessalite. Le cérémonial militaire a constitué au rappel des drapeaux de l'ONU et du Tchad et la montée des couleurs nationales du Mali, consacrant ainsi la fin de la mission des Nations Unies à Tessalite. Le moment était solennel et les échanges empreints de respect, de cordialité entre frères d'armes qui se sont congratulés. Un jour de joie et de fierté pour les Famans qui occupent entièrement le camp d'amassage de Tessalite, a confié le chef du détachement Fama. Les Famans qui occupent entièrement le camp de Tessalite. Donc pour cela, nous allons défendre corps et âme cette emprise et pour honorer le Mali. Donc ce qu'il y a à savoir aussi, l'ONU n'a laissé aucun matériel de guerre dans le camp.
tous les matériels de guerre ont été soit transportés, soit détruits sur place. Il a par ailleurs lancé un appel à toute la population de Tessalit et environ pour les rassurer du devoir impérieux des femmes à leur assurer paix et sécurité dans la zone. Dans la même dynamique, les femmes occupent également le camp de Douanzan au centre du pays qui était entre les mains de l'organisation onusienne. Les autorités locales ont signé les documents de rétrocession de ce camp. Suivant ce commentaire de Bokari Koulibaly. Le processus de retrait de la MINUSMA suit son cours. Ce 21 octobre, la mission onusienne a procédé à la signature de l'acte de rétrocession du camp de Douanza avec les autorités maliennes. Cette descente des couleurs de la MINUSMA marque la fin de la mission des Nations Unies dans la 16e région du Mali, Douanza. Le colonel Abdoulaye Traoré, commandant du secteur 4, assure. Je peux assurer que, sinon garantir que les femmes qui sont présents ici à Douanzan seront à la hauteur des tâches que la MINUSMA accomplissait. Alors, je ne saurais terminer sans remercier la MINUSMA pour tout ce qu'elle a apporté pour le Mali, pour tout ce qu'elle a fait pour le Mali. Donc ça, c'est extrêmement important à signaler. Donc, aujourd'hui, le camp MINUSMA de Douanzan appartient désormais aux femmes. Donc, je peux assurer les uns et les autres que nous ferons tout pour l'occuper comme ça se doit. Inch'Allah. Comme pour témoigner de l'occupation effective du camp de Douanza par les forces armées maliennes, les autorités locales ont procédé à la montée des couleurs nationales. L'actualité, c'est aussi ce point de presse organisé par l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées. La dite conférence était placée sous le thème « Rôle et place de la femme vivant avec un handicap dans la refondation du Mali ». Benoro Fofana. Mobiliser les femmes en situation de handicap entendent jouer leur partition dans la refondation de notre pays. Pour mener à bien cette mission, l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées a organisé une conférence débat sur le rôle et place de la femme vivant avec un handicap dans la refondation du Mali. Nous devons soutenir la transition, les femmes, pour la sécurisation de notre pays, le Maliba. Nous devons faire sienne les 3 principes de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Nous devons sensibiliser les femmes vivant avec un handicap pour qu'elles aient confiance en soi, d'éviter leur marginalisation, les préjugés et les regards négatifs de la société. Durant 2 heures, les échanges ont porté sur les visions des autorités de la transition, parmi lesquelles il faudra retenir la bonne gouvernance, le respect des valeurs socioculturelles, entre autres. Dans le cadre stratégique, il y a des activités, des actions spécifiques qui vont vers les femmes vivant avec handicap. Donc je me suis mis à les étayer, ces actions, le ministère est responsable de ces actions et comment elles peuvent jouer pleinement leur rôle à travers la participation à la mise en œuvre de ces actions. Au terme de cette conférence débat, les participantes se disent outillées afin de faire valoir leurs devoirs citoyens. Dans le cadre des activités de la 2e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la coordination des associations féminines du Mali a organisé une causerie débat autour de la solidarité et l'entraide, une semaine dédiée à la femme et à l'enfant. Awa Damakoulibaly. Solidarité, résilience, paix et entraide. Voilà des mots employés au féminin. Ce n'est peut-être pas du hasard, car la femme occupe une place de choix dans ses différentes actions, gage de la cohésion sociale. C'est dans le souci de consolider ces actions que la coordination des associations féminines du Mali, CAFO, ouvre le débat avec ses membres sur l'importance et la nécessité du vivre ensemble. On s'entraide depuis très longtemps. Vous savez, quand nous sommes ensemble, dans les mariages,
Dans les baptêmes, c'est toujours l'entraide, mais ça a perdu son sens parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'entraide, c'est une cotisation. Je vous donne un pain, vous me remboursez par un pain. L'importance de ces assises entre femmes, c'est de pouvoir mieux appréhender ensemble les concepts de la solidarité et de l'entraide. Comment les femmes évoluer et inviter les femmes, surtout les femmes de la CAFO, à pouvoir vulgariser ces principes pour que nous puissions revenir à nos valeurs positives. Des valeurs qui seront largement exposées durant cette journée. Une conférence qui s'articule autour de 4 points essentiels. D'abord, il y avait des règles qui s'imposaient à et pour tous les Maliens. Dans le passé, c'était quoi? C'était d'abord les règles de l'hospitalité. Deuxième règle extrêmement importante, c'est la solidarité familiale, dans le sens le plus large. Troisième règle, c'est ce que j'appelle les codes d'honneur. Dans chaque groupe de jeunes, groupe de femmes, groupe de personnes âgées, il y a des codes d'honneur. Dans chaque famille, il y a des codes d'honneur. Ensuite, quatrième règle la plus importante aussi, c'est la tolérance envers le vaincu et envers le plus faible. Au terme des échanges, les participantes auront la lourde tâche d'inculquer ces règles morales à leur progéniture, futurs hommes et femmes dirigeants. Tel est l'objectif rappelé par la directrice nationale de la promotion de la femme et de l'enfant, venue transmettre le soutien de son ministère de tutelle. La campagne de sensibilisation concernant le cancer du sein et du col de l'utérus se poursuit. Toutes les femmes sont-elles dans la mouvance de l'Octobre Rose au mois de lutte contre ces différentes pathologies. Awa Adama Koulibaly et Mamadou Sidibé sont allés à la rencontre de quelques-unes. Suivant. Centre de santé communautaire de Bozola. Il est 10h ce mercredi 18 octobre. Cette dame de 45 ans vient à l'hôpital ce jour pour une cause bien précise. À quelques kilomètres de là, au marché de fruits d'Amassadangan, cette vendeuse de nourriture a l'esprit tranquille. Elle est également à jour de ce dépistage du cancer féminin. Le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus peut sembler presque naturel pour de nombreuses femmes, mais pas pour toutes. Fanta, du haut de ses 60 ans, est dans ce lot. Dans ce centre de santé, l'engouement des femmes pour le dépistage du cancer du sein a baissé. À en croire cette sage-femme, le taux de fréquentation de l'hôpital pour la cause n'est plus le même. Manque d'information ou manque de volonté, à entendre certaines femmes, la négligence pourrait bien être la cause réelle. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est la devise des hommes. À défaut de se rendre à l'hôpital, l'autopalpation est fortement recommandée par les médecins pour prévenir le cancer du sein.
Aujourd'hui, la ville de Bamako couvre à 70% le dépistage des cancers dits féminins. Un pourcentage qui doit s'étendre à l'étendue du territoire pour diminuer le taux de décès annuel. Face à la baisse significative de la production de la gomme ces dernières années, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires s'activent pour changer la donne. Ils ont donné ce samedi le coup d'envoi du projet de reboisement de 1500 hectares à Kati. Les détails avec Agibou Kloubali. Le projet de reboisement de l'acacia Sénégal à Kambila est appuyé par le ministère en charge de l'environnement et porté par une équipe déterminée. C'est un modèle de réussite en matière de préservation de notre environnement. Il montre que lorsque le gouvernement, la communauté locale et les acteurs de la société s'unissent, des avancées significatives peuvent être réalisées. Étant dans la filière depuis 40 ans, j'ai vu maintenant la nécessité qu'il faut aller au reboisement. C'est pourquoi on a réfléchi pour qu'on puisse mettre en place une étude finie. L'étude est finie, qui est déjà financée. Donc ça aussi, c'est ma contribution, Malikroakola. Quand on voit la gomme arabique, d'abord on peut voir la régénération du sol, augmentation du revenu des paysans et surtout dans le dispositif qu'ils ont mis dans ce projet, dans chaque endroit où ils vont faire vraiment ces plantations de ces 1500 hectares, ils vont faire des forages qui vont permettre aux populations locales de faire de la pisciculture, de faire de la culture maraîchère et même construire, jusqu'à aller construire des maternités pour ces populations locales. Ce projet promet de revitaliser les ressources naturelles tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales. M. Gueye est à saluer, c'est un opérateur économique vraiment pionnier dans le secteur de la gomme arabique et aujourd'hui qui est en train de tirer la filière vers le haut et qui montre qu'il y a du potentiel dans le secteur et que c'est une filière à forte valeur ajoutée et dont tout le monde peut profiter. L'investisseur lui-même et les populations en tout cas qui abritent ces arbres, parce que c'est eux qui seront les premiers employés de ces installations industrielles et en même temps ces plantes ont une très grande valeur en termes de restauration des terres. Ce projet de restauration de la nature à travers la gomme arabique offre une lueur d'espoir dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique dans les localités ciblées des régions de Koulikoro et Nioro. Il a une durée de 5 ans. Le théâtre-centre de l'opération Maliko a un nouveau chef. Le colonel Didier Dambélé a pris fonction hier vendredi sous la supervision du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Ouele. La cérémonie a regroupé les chefs des corps des armées, des différentes unités, les autorités administratives et politiques et certains services régionaux. Boubacar Sankare et Suleiman Tebsouké. Cette passation de témoins entre le commandant sortant du PCAT, poste de commandement interarmé du théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel-major Toumani Kone et celui entrant, le colonel Didier Dambélé, a mobilisé les autorités administratives, politiques et militaires. Le commandant sortant a saisi l'occasion pour faire le bilan des opérations menées durant les 9 mois qu'il a passé à la tête du PCAT centre. Nous nous sommes attelés à maintenir la pression sur les groupes armés terroristes, les groupes criminels, perturbant la quiétude des populations. À cet égard, les opérations de sécurisation, à travers la conduite régulière des fragos, les patrouilles d'opportunité sur l'ensemble des secteurs, ont permis de neutraliser 3 bonnes centaines de terroristes et récupérer d'importants lots de matériel. Le nouveau commandant mesure l'ampleur des défis qui l'attendent. Le retour de l'administration civile dans toutes les circonscriptions, le retour des populations déplacées dans leur lieu de résidence habituel, la contribution dans les activités de développement socio-économique du pays. Le chef d'état-major général adjoint des armées qui a supervisé cette passation a félicité le commandant sortant pour les résultats enragés et demandé au nouveau commandant de continuer sur la dynamique de la montée en puissance des FAMA au niveau du théâtre-centre. Nous voyons déjà qu'il y a la quiétude, il y a la stabilité qui s'est installée, le référendum qui s'est très bien tenu dans le secteur. Il y a aussi la première phase de retrait de l'aménagement qu'il a
conduit du côté des forces armées maliennes avec brio. Quant à l'entrant, le contrat opérationnel demeure toujours le même, c'est de continuer à sécuriser les personnes et leurs biens. Des lettres de félicitations ont été remises à certains militaires pour leur esprit combatif et leur professionnalisme en engagement opérationnel. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Le Mali, cité un exemple en Azerbaïdjan sur la gouvernance et le respect de sa souveraineté. La conférence internationale des pays non alignés qui s'est tenue en République d'Azerbaïdjan sur le néocolonialisme et la violation des droits de l'homme félicite le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et l'encourage dans ses actions. Les représentants des 120 pays se sont réunis en conférence pour des témoignages sur l'histoire des peuples. Envoyés spéciaux à Bakou, Sirabatili et Tchédia Kamara. Azerbaïdjan, nous sommes dans le Caucase du Sud, entre l'Europe et l'Asie. Une ancienne république soviétique, c'est ici à Bakou, sa capitale, que les représentants des 120 pays non alignés se sont donné rendez-vous pour dire non au néocolonialisme et à la violation des droits de l'homme. Des centaines de pays souffrent de cette domination économique avec l'exploitation de leurs ressources naturelles par des colonisateurs toujours présents dans la gouvernance de leurs anciennes colonies. Les Nations Unies ne réagissent pas et il y a urgence à sauver les droits des citoyens de ces pays. C'est le combat que mène Bakou Initiative Group, une organisation internationale de défense des droits de l'homme basée à Bakou. Bakou Initiative Group a une fonction de faire la résistance contre le néocolonialisme et après de soutenir tous les pays qui ont subi, soit politiquement, soit économiquement. Et nous avons de soutenir, aider les peuples qui ont subi dans le cadre du droit international. Troisième conférence donc sur le néocolonialisme marquée par des témoignages et l'histoire des peuples africains, martiniquais, guadeloupéens ou kanaks de la Nouvelle-Calédonie. Ces peuples ont tous fait le déplacement de la République d'Azerbaïdjan pour se faire entendre. De leur discours, il ressort que les populations africaines déportées ont construit ces pays. Le temps du divorce est arrivé et le Mali est cité en exemple et soutenu par la conférence. Nous nous sentions solidaires à ce peuple, d'autant plus qu'on a étudié aussi le drapeau du Mali qui ressemble pratiquement, qui a les mêmes couleurs que notre drapeau et les couleurs ont pratiquement les mêmes significations. Donc il y a un lien et nous pensons, nous, qu'il faut que l'Afrique soit complètement libre et tant que l'Afrique ne sera pas complètement libre, nous-mêmes ne serons pas libres. Alors le président malien se bat aujourd'hui pour cette souveraineté. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est une très bonne chose, hein. C'est une très bonne chose. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a d'autres pays africains qui n'ont pas encore compris cette utilité de se mettre ensemble. Heureusement que le Burkina Faso l'a compris, que le Niger a compris, que la Guinée a compris. Mais nous soutenons le peuple. Nous voudrions que tous les peuples d'Afrique se réveillent comme ça et balancent pratiquement les dictateurs qui sont là, les marionnettes de la force qui sont là, pour mettre à la tête des gens comme Assimi Goïta. L'accès à l'emploi, l'accès au logement de nos populations, ça fait beaucoup d'inégalités. Aussi, je veux parler de l'exploitation du nickel, qui est notre première ressource, mais qui aujourd'hui a un schéma qui n'est pas assez structuré. L'Afrique a besoin de cette unité pour former un bloc et l'appel est fait aux autres pays de rallier le mouvement. L'initiateur du concept Négro-Évolution fonde beaucoup d'espoir sur ce projet. Donc ce que nous souhaitons, voir comment on met en place, et je vais très loin, un tribunal spécial contre les crimes de la colonisation. On ne peut pas accepter, comme ce qui s'est passé par exemple au Mali ou ailleurs, où l'occupant, quand il s'en va, il brûle tout, il part avec tout et les gens sont sans rien. Tandis que si vous avez négocié les réparations, bien vous les avez et à ce moment, on fait un partenariat avec qui on veut, avec qui on souhaite. Voilà mon point de vue. L'exemple du Mali est ce qu'il faut faire et j'ai supporté ça, je soutiens ce que le Mali fait. Alors quand vous dites ça en France, bien entendu, vous êtes voué aux gémonies. La souveraineté de l'Afrique s'acquiert comment ? Et donc ça peut s'acquérir par des nouveaux leaders qui prennent les choses en main.
L'objectif est que tout le monde puisse y avoir accès à la santé et de manière égalitaire. Le problème d'inégalité et aussi la question des infrastructures. Notre lutte n'est pas une lutte contre le peuple français, mais contre la politique française. Témoignage des Antilles, de la Bretagne, de la Corse, du Maroc, de l'Algérie et de l'Éthiopie. Ils dénoncent l'imposition de certaines réformes par la France. Le message est clair ici. Il stipule que ceux qui parlent de droits de l'homme l'appliquent eux-mêmes en premier lieu, que justice soit rendue aux pays colonisés dont les ressources sont pillées, que le peuple s'éveille et lutte pour leur souveraineté pour gagner l'indépendance dans l'unité. Voilà, le Mali cité un exemple en Azerbaïdjan. La conférence internationale des manuscrits, la 3e édition, a eu lieu du 19 au 20 octobre ici à Bamako. C'était sous le thème « Les manuscrits et leur rôle dans le renforcement des valeurs de paix, de la sécurité et de prévention de l'identité, le développement de la recherche scientifique et de la créativité en Afrique ». Daouda Kone. En 2 jours de colloque, les participants venus de 11 pays pour prendre part ont eu droit à des exposés sur la conservation et la promotion des manuscrits. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une opportunité non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs pour approfondir leurs recherches sur les manuscrits. Déjà, on a attiré l'attention. On va essayer aussi de proposer des bourses aux étudiants qui acceptent à travailler sur nos manuscrits. Généralement, il y a des gens qui pensent que quand on parle de manuscrits, c'est seulement le Coran et la science religieuse. Mais la science sociale se trouve là-dedans. Comment les conflits ont été résolus, les résolutions des conflits, les correspondances entre des États. Vraiment, il y a beaucoup de thématiques là-dedans. 3e du genre, l'édition 2023 avait pour thème les manuscrits et leur rôle dans le renforcement des valeurs de paix, de la sécurité et de prévention de l'identité, le développement de la recherche scientifique et de la créativité en Afrique. Quand on demande de prier, c'est déjà vouloir la paix. Mon thème, donc le rôle de la religion, le rôle des manuscrits religieux dans la société. Nous pouvons aussi constater que même dans le code pénal, on parle des lois qui prônent la paix. Je crois que grâce à telle conférence, non seulement nous allons connaître nos manuscrits, mais nous allons essayer aussi de transmettre les contenus de ces manuscrits à la génération future. Les manuscrits doivent apporter un référentiel civilisationnel issu d'un héritage lourd et rigoureux permettant aux nouvelles générations de construire et de développer le pays. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales vient d'initier une rencontre d'échange entre les partis politiques. Les réflexions ont porté sur les contours de la prochaine loi organique relative à l'élection des parlementaires au Mali. Mamadou Fane. Le comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales avait conduit des réflexions avec les acteurs politiques et la société civile pour partager sa vision de la loi organique relative à l'élection des parlementaires au Mali. Cette rencontre d'échange est donc l'occasion d'aboutir à un dialogue entre les acteurs politiques sur le contour de la prochaine loi organique. Après ces séances d'écoute, de riches partages et surtout de bonne compréhension, nous avons compris la nécessité pour nous tous de marcher ensemble dans la même direction en mettant de côté nos différends tout en propulsant au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Cette journée de réflexion sera axée sur la présentation de la réorganisation des territoires, son implication sur les futures élections et les échanges sur le futur cadre de concertation des partis politiques. Nous nous réunissons à un moment où les composants de la nation doivent se retrouver et vous avez opportunément choisi d'échanger entre acteurs politiques sur les contours de la future loi organique relative à l'élection des membres du nouveau Parlement, députés. La pertinence et l'importance de cette thématique vous amèneront à coup sûr, au-delà de ce sujet, à faire un diagnostic des différentes implications de la nouvelle constitution sur la vie sociopolitique et sur le processus en cours de la refondation de la nation.
À l'issue de cette rencontre, le comité de plaidoyer et de suivi des réformes fera des recommandations pour une plus grande implication de l'ensemble des partis politiques dans les concertations et l'animation du cadre de concertation qui sera mis en place. L'histoire du parti, le soutien à l'armée et la vision du RDA Mali par rapport à la nouvelle constitution du Mali. Ces points ont été évoqués lors de la rentrée politique du parti RDA Mali, un parti qui envisage de tenir son premier congrès dans les jours à venir pour se donner plus d'assises. Batraoré. La période du 18 au 21 octobre 1946 est historique pour le Rassemblement démocratique africain. Le choix du 21 octobre 2023 pour la rentrée politique du parti RDA Mali n'est donc pas un fait du hasard. Le RDA a été créé au Mali en 1946 par tous les dirigeants de Conakry, comme on a dit, jusqu'au Dahomey. Ce parti-là ne peut être qu'un parti rassemblé. Cette rentrée politique est l'occasion pour le président de donner la vision du parti sur plusieurs sujets d'actualité comme la sauvegarde de la souveraineté nationale et la montée en puissance de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Un clin d'œil est aussi fait à la nouvelle constitution du Mali. La constitution, dans son contenu, répond à plusieurs préoccupations de notre parti. Cette transition est une affaire commune et je préfère l'appellation de transition nationale. Sont les autorités du pays en cette période. Ainsi, le RDA Mali a dit et redit qu'il soutient la transition. Le premier congrès prévu dans quelques mois sera déterminant pour la vie du parti. Le parti se propose d'organiser avant la fin de l'année 2023, ou tout au plus dans le premier trimestre de 2024, son premier congrès, afin de donner à nos instances et nos dirigeants choisis toute la légitimité pour un mandat. Le parti RDA Mali s'engage d'ores et déjà à être présent à toutes les élections. Les invités de certains partis amis ont fait des témoignages enrichissants au cours de cette rentrée politique du RDA Mali. Comment promouvoir les emplois verts pour les jeunes vulnérables dans les secteurs porteurs d'avenir dans la région de Ségou? C'est à cet exercice que se prêtent les responsables du projet Donia Sinsi Waleo et leurs partenaires à Ségou. Foussine Samake. Il s'agit au cours de cet atelier de 4 jours de réunir les représentants des centres de formation professionnelle, des entreprises, des services techniques, des collectivités territoriales et autres acteurs pouvant offrir aux jeunes formés des appuis techniques et financiers et des emplois sur des bases de partenariats gagnant-gagnant. Cela à travers une augmentation de l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes de 18 à 35 ans dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou. Ce présent atelier, il vise à mettre en place au moins 3 coalitions des centres EFTP dans le secteur de création d'opportunités pour les jeunes formés dans les centres EFTP, pour les micro, petites et moyennes entreprises et pour les nouvelles start-up. Et d'identifier les besoins de renforcement des capacités réalisables par les partenaires de la coalition. Cette initiative du projet Donia Sinsi Waleo de Scalope s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de façon durable des conditions de vie des jeunes, hommes et femmes vulnérables dans les secteurs porteurs comme l'agriculture durable, l'innovation numérique, le recyclage des déchets. Dans cet exercice, vous serez appelés à mettre en place une coalition pouvant créer des opportunités de stage, d'emploi, d'appui technique, financier et ou des financements de leur plan d'affaires. Ces opportunités contribueront sans nul doute à atteindre les objectifs visés d'ici mars 2026. Le projet Donia Sinsi Waleo est mis en œuvre grâce à un partenariat entre WHH, AgriSub et Donilab. L'Agence nationale de développement des biocarburants veut assurer la production des bioénergies au Mali, une alternative à la dépendance des produits pétroliers. Les produits en la matière sont le bioéthanol, le biogaz, les biocombustibles comme les baguettes pour la cuisine propre. Suleiman Kenza Sidibé. L'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEP a été créée le 4 mars 2009. L'ANADEP a pour mission de promouvoir les biocarburants, bioénergie sur toute l'étendue du territoire national.
Elle est chargée de veiller à la disponibilité permanente des biocarburants sur le marché, participer à la définition des normes en matière de biocarburants et au suivi de la mise en œuvre de ces normes, établir les bases et mécanismes de tarification. Nous devons de façon concrète accompagner les différents acteurs du sous-secteur des bioénergies. L'ANADEP entend renforcer la recherche-développement dans le domaine des bioénergies, former, encadrer et suivre la transformation et suivre les transformateurs, artisans et industriels des produits de base des biocarburants. Une action d'autant plus noble qu'elle tend à préserver nos forêts, lutter contre la pauvreté en milieu rural et préserver le pays face aux variations du prix des hydrocarbures fossiles polluants en plus. Nous savons également que c'est le secteur privé qui crée la valeur ajoutée. Et c'est le secteur privé qui crée les emplois. Les bioénergies, le sous-secteur des bioénergies constitue une alternative très crédible aux problèmes d'emploi, aux problèmes que nous rencontrons face au changement climatique et aux problèmes énergétiques. Les filières de bioénergie en promotion sont l'huile végétale pure de Pourguère, le bioéthanol, le biogaz et les biocombustibles solides. La vision de l'agence est de contribuer au bien-être social et de développer une économie circulaire, en l'occurrence en milieu rural, à travers la bioénergie dans la perspective du développement durable au Mali. Pour avoir les moyens de sa politique, l'ANADEP a entamé un processus de création d'un fonds de développement des bioénergies qui sera alimenté par des prestations, des services, des redevances et des financements extérieurs publics et privés. Cela lui permettra d'avoir son autonomie financière et de réduire l'impact du budget national sur ses activités. L'ANADEP peut compter sur des partenaires. C'est pourquoi l'État et les collectivités doivent encourager la production et l'utilisation accrue de la bioénergie au Mali. À présent, la page sport, c'est avec vous que Sibi. Bonsoir. Bonsoir Fuseni, bonsoir à tous. Le Comité national olympique et sportif du Mali a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022. C'était une activité statutaire. Oui, les différents présidents et secrétaires généraux des 23 fédérations sportives affiliées au Comité national olympique et sportif ont donc examiné le rapport d'activité financière de l'année 2022. Et au thème de l'Assemblée, il ressort que les travaux ont été couronnés de succès. On fait le point avec Arigou Matina. Moment de retrouvailles entre le Comité national olympique et sportif du Mali et ses membres, notamment les responsables des 23 fédérations sportives. La rencontre du jour, l'Assemblée générale ordinaire du Comité national, au titre de l'exercice 2022, une année très riche en activités, se veut un exercice de bonne gouvernance, voire des devoirs de redevabilité du Comité conformément à ses statuts et règlements. C'est important de rappeler que la formation demeure notre vocation première. Les cours d'administration des sportifs, les cours avancés d'aménagement du sport, les stages techniques au profit des fédérations et le programme d'éducation aux valeurs olympiques EVO ont été réalisés à la satisfaction générale. Il est heureux de constater qu'en 2022, nos actions sont restées fidèles à l'articulation de notre plan stratégique de cette manière que nous séduirons, c'est-à-dire par la clarté de nos choix, le respect de nos principes et de nos engagements. Durant 2 heures, les différents délégués ont planché sur plusieurs aspects, à savoir le rapport financier et les activités réalisées en 2022. À l'issue des travaux, le comité s'est réjoui de la parfaite exécution des différentes activités qui étaient prévues en 2022. Ça a été une année riche en activités et qu'à la fin de ces activités, et les fédérations qui ont évalué ces bilans financiers, qui vous disent que le travail est bien fait et ils vous encouragent à continuer dans ce sens. Donc ça ne peut que nous réconforter. À la tête du Comité national olympique et sportif du Mali, le président Habib Sissoko, lors de la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale ordinaire, a rassuré que le Sénat du Mali continuera à apporter sa contribution active et inventive au mouvement olympique international.
L'équipe nationale de Maracana, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, a été honorée hier soir. Oui, Fousséni, les Aigles maracaniers ont reçu en guise de motivation un chèque de 5 millions de francs CFA de la part d'un passionné de football, Mahazou Baba Cissé, promoteur de ABM Academy, toujours qui accompagne donc les footballeurs. Et Seragatou Cissé hâte à la soirée dînatoire. Voici son compte rendu. Les victoires sont toujours précédées de récompenses et de fêtes. Sacrée championne d'Afrique de Maracana au Bénin du 26 au 30 septembre dernier, l'équipe nationale du Mali reçoit les honneurs dignes de son rang à travers cette soirée dînatoire offerte par Mahazou Baba Cissé, promoteur d'Abem Foot Academy. En premier supporter, il a remis un chèque de 5 millions de francs CFA aux Aigles maracaniers. Cette marque de reconnaissance est pleine de sens. On donne l'impression et surtout le sentiment qu'il y a certains aussi qui reconnaissent le travail abattu. Et on a essayé de hisser très haut le drapeau de notre chère patrie parce que c'était l'équipe nationale du Mali. C'est pourquoi on a essayé d'oublier tout et de faire un effort pour franchement avoir ces titres ou conserver ces titres. La Fédération malienne de Maracana et disciplines associées salue ce geste et se dit fière de la prestation des Aigles. C'est vous dire que le Maracana, c'est un peu l'Afrique au-delà, c'est notre pays, c'est notre culture, le Maracana. Tout ce qui est fraternité, amitié et convivialité se retrouve dans ce sport. Voilà pourquoi tout le monde doit s'y mettre. Les Aigles maracaniers du Mali, en montant sur le toit de l'Afrique, symbolisent la bonne santé de la discipline. Les anciens joueurs que vous êtes, qui ont tout donné pour ce pays et qui continuent à hisser très haut le drapeau malien à travers le Maracana, méritaient mieux que de passer à l'académie. Ainsi, nous avons décidé d'organiser cette modeste cérémonie en votre honneur, puisque nous pensons personnellement que le Maracana est un sport qui doit être connu et vulgarisé à travers le Mali. C'est la deuxième fois d'affilée que le Mali remporte le trophée de la Maracane. En guise de bonus, les Aigles sont qualifiés pour la CAN en septembre 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà, Séni, en tout cas, félicitations aux Aigles maracaniers. Et l'exemple de Mahazou Baba Cissé, promoteur de ABM Foot Academy, est à suivre. Alors, par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, remet ce dimanche le drapeau national à l'équipe nationale des cadets de football en vue de sa participation au championnat du monde de la catégorie prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain en Indonésie. Rappelons que les Aiglonnais vont évoluer dans le groupe B avec comme adversaire l'Espagne, l'Ouzbékistan et le Canada. Merci beaucoup, Kodji Sibi, pour ces détails. Vous avez pu suivre hier soir le premier numéro de notre nouvelle émission intitulée « Démêler le vrai du faux », une émission qui a pour objectif de combattre la désinformation. Ce soir, nous vous proposons la version Bambara de l'émission avec Amadi Diarra juste après ce journal. À suivre aussi un magazine sur les réalisations du programme spécial d'aide aux associations et fondations du Mali juste après votre émission Démêler le vrai du faux version Bamanankam. Les invités de l'émission Actu Hebdo de ce dimanche 22 octobre sont le commandant Toumani Diallo, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali, et Oumou El Al-Kairou Nyare Samake, présidente du comité national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Il s'agit de parler du lancement du projet de reboisement de 1500 hectares de gommiers dans la commune rurale de Kambila et le lancement d'un projet de 5 ans contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Actu Hebdo, c'est une émission animée par Ibrahima Djombele à partir de 12h sur ORTM 1. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.